Et enfin, l'organisation de plusieurs sessions de travail qui, pour le coup, ces sessions de travail ont duré 9 week-ends, ce qui est un engagement pour les citoyens extrêmement fort, sachant que le week-end, on a des problématiques, évidemment, de garde d'enfants, de vie quotidienne, et c'est vraiment pas une gageure. Donc, après la Convention sur le climat, une nouvelle convention a été décidée en lien avec l'exécutif qui portait donc sur la fin de vie, un sujet de société qui avait l'avantage d'être plus restreint peut-être que la convention sur le climat qui embrassait large. Et le fait d'avoir choisi un thème restreint conduisait nécessairement à avoir des réponses peut-être plus facilement légiférables ensuite, et donc d'accorder à un processus délibératif une rationalité plus grande que celle qu'on avait connue pour le climat, même si la Convention pour le climat était quand même traduite à 50% dans les lois et règlements postérieurement à l'adoption de la Convention. Alors, le CESE a construit un cadre de participation, afin de garantir les suites, c'est-à-dire le principe de redevabilité, parce que si vous faites venir des citoyens et que vous leur dites il ne se passe rien après, en termes de mobilisation démocratique, si vous voulez, on fait mieux, quoi. C'est-à-dire que vous êtes réunis pendant 9 semaines, mais on ne fera rien de ce que vous avez pensé. Donc, il y a vraiment, j'insiste sur ce point, le principe de redevabilité est central dans la participation citoyenne. La désignation de garants qui permettent d'assurer la transparence, la sincérité des débats, l'équité, tant que faire se peut. Et enfin, un point important, parce que c'est un point financier, c'est l'indemnisation des citoyens. Je vous dirai un mot ensuite du coût de la Convention citoyenne. Et il y a quand même des implications et logistiques et de travail pour les fonctionnaires et de prestations extérieures qu'il faut bien appréhender pour ne pas se retrouver dans le rouge. Alors, sur les travaux qui avaient été organisés, la question était... Je vous la laisse, vous la connaissez, hein, je ne reviens pas dessus. Pour y répondre, on a donc tiré au sort 184 citoyens et citoyennes en passant 300 000 appels. Vous voyez que le taux de réussite est relativement faible parce que c'est une mobilisation sur 9 semaines et donc c'est lourd pour les citoyens. 9 sessions de travail de 3 jours, soit 27 jours au total, et durant 5 mois, de décembre à avril 2023. Alors, là encore, un tableau qui vous donne un peu le schéma très schématisé, c'est le cas de le dire, sur le comité de gouvernance, la constitution d'un comité de pilotage au sein de l'administration pour gérer les différents sujets logistiques, le tirage au sort, l'animation, l'appui aux travaux avec l'audition d'experts et de personnes qualifiées, les vérificateurs de faits, le collège des garants et enfin des observateurs neutres, souvent des universitaires qui viennent comparer leurs travaux théoriques, puisque sur la participation citoyenne, je pense que les premiers travaux remontent aux années 60, leurs pratiques théoriques, académiques, et puis la réalité des faits, c'est-à-dire on se doute bien que le droit et la vie, ça fait deux. Heureusement d'ailleurs. Ensuite, après le tirage au sort, on a eu quelques biais qu'il est facile d'appréhender. Un, après le tirage au sort, on avait moins de femmes que d'hommes. Deux, on avait plus de CSP supérieurs que d'ouvriers. Et trois, on avait une problématique sur les DOM et les TOM, sur lesquels je reviendrai. Et donc, il a fallu qu'on fasse appel à une association pour avoir des gens des milieux populaires, parce que malheureusement, ceux qui se présentent sont toujours les classes supérieures, qui sont disponibles, qui sont plus intéressés a priori. Ce qui fait qu'à la fin du tirage au sort, on se retrouvait dans cette situation quand même en rééquilibrant le tirage au sort pour une dizaine de personnes, avec presque du 50-50 entre les hommes et les femmes, ce qui était une bonne chose, même s'il y avait un peu plus d'hommes que de femmes. On avait des personnes représentant les milieux populaires, et pour vous, là encore, illustrer mon propos, on avait à la fois l'ancien directeur de la Banque de France et des gens qui étaient quasi illettrés. Et donc, c'est avec ces citoyens qui existent, c'est le réel, il faut qu'on puisse constituer une équipe de réflexion, des équipes de réflexion, afin de sortir la quintessence de ce que tel ou tel peut penser. Alors, il y a plusieurs phases dans la Convention citoyenne. Il y a l'appropriation, la rencontre. Les gens arrivent un peu nus quand ils arrivent sur des questions comme ça. D'une part, il y a beaucoup de gens qui, pour la première fois, rentrent dans un palais de la République.
Et donc l'impression initiale, c'est, il faut vous rassurer, c'est pas parce qu'on est dans un palais, d'ailleurs on est tous locataires du palais, il n'y a pas de propriétaire, hein, à ma connaissance en tout cas, sauf l'État. Et donc il faut mettre à l'aise les citoyens qui, pour beaucoup, rentrent pour la première fois dans une institution et ça impressionne. Ensuite, il faut donner les clés avec une charte du citoyen, un livret d'accueil et un socle documentaire, de telle sorte qu'on ne tombe pas sur l'aspect sondage que j'évoquais, c'est-à-dire répondre par des questions compliquées avec des réponses binaires. Ensuite, il faut que les citoyens s'approprient le mandat confié. Quel est le type de réponse qu'on souhaite apporter en ayant à l'esprit que la Convention sur le climat, vous vous souvenez de la phrase du président de la République, peut-être, on reprendra sans filtre. Nous, on a tout de suite dit, il y aura des filtres. Parce que vous n'êtes pas des législateurs, vous êtes des conventionnels, et donc vous serez l'assemblée du premier mot, mais pas l'assemblée du dernier mot. Et donc ça, il a fallu être très pédagogue, parce que d'aucuns voulaient déjà rédiger le projet de loi. Or, on demandait aux citoyens de ne pas être des spécialistes de la légistique, mais d'être des personnes susceptibles d'appréhender intellectuellement un sujet compliqué, sociétal, qui traverse tous les courants politiques, et de faire en sorte que des préconisations puissent tirer un projet de loi ou une proposition de loi. Ensuite, les premières auditions et la définition des thématiques propriétaires. La phase 2, qui a duré 4 sessions, c'est la phase de délibération proprement dite, c'est-à-dire les productions de constats, propositions argumentées, l'approfondissement des nœuds délibératifs. Je suis désolé pour cette novlangue, mais ça fait partie aussi de la participation citoyenne. Mais c'est tout simplement gérer les dissensus, les conflits d'idées, les propositions adverses, etc. La poursuite des auditions et la sensibilisation de la matière en vue de rédiger le rapport final, qui est un point évidemment central. La phase 3 consistait à une harmonisation, à une phase d'harmonisation et de restitution, avec l'adoption et la priorisation des grandes orientations de réponse, l'adoption et la priorisation des constats et des propositions, la rédaction du nuancier des opinions, parce qu'on n'a justement pas voulu répondre par oui ou par non. Je donne un exemple très précis. La question de l'euthanasie s'est posée, et donc le principe de l'euthanasie a été acté par les conventionnels, mais une question B s'est posée, est-ce que c'est valable pour les enfants ? Est-ce que c'est valable pour les enfants, l'euthanasie ? Et vous voyez, donc, on ne peut pas répondre par oui ou par non comme ça, comme si c'était simple en termes de réponse éthique, philosophique et légistique d'ailleurs. Et donc, c'est pour vous décrire le cheminement qui a traversé les esprits de nos conventionnels. Et enfin, l'adoption et la remise au président de la République en septembre du livrable et du rapport associé de nos collègues, membres de la formation temporaire qui a travaillé en même temps que la Convention, puisque, je le répète, il ne peut pas y avoir de Convention, pas de participation citoyenne, sans un travail effectué par les membres eux-mêmes. Bon, fort heureusement, ils étaient à peu près d'accord, parce que si vous vous rendez compte que si on avait eu un rapport complètement divergent à la remise au président de la République, c'était un peu compliqué. Les chiffres clés, on a 27 jours de travail, 70 experts qui ont été auditionnés, les experts évidemment de la bioéthique, les Claes Leonetti, mais aussi des représentants des cultes, des représentants des associations de soins palliatifs, de telle sorte que l'arc-en-ciel était à peu près complet. 56 heures d'ateliers en sous-groupe, 20 heures de débat et de restitution en hémicycle, c'est tout à fait considérable. Hein, quand on sait qu'une session chez nous dure 2 heures, 2 heures et demie, c'est comme s'ils avaient fait 10 sessions. Hein, c'est tout à fait important. 254 questions posées aux vérificateurs de faits, 146 propositions adoptées et une trentaine d'animateurs qui ont participé, dont une grande partie de fonctionnaires. Et c'est un peu nouveau. Vous savez, il y a tout un débat qui a couru autour de est-ce qu'il faut déléguer aux prestataires extérieurs, à des sociétés privées pour être clair, l'organisation des conventions citoyennes. Nous avons considéré, le président, les membres, qu'il fallait internaliser, et on a internalisé à 30 à 40%, ce qui est considérable par rapport à la Convention climat, afin d'abaisser à la fois les coûts, mais aussi de faire participer l'administration au débat. Le dernier point que je voulais soulever, je suis désolé d'avoir été un peu long, mais c'est la phase de redevabilité qui est une phase centrale. Je l'ai dit, un travail qui n'a pas de débouché, ça
désespère Billancourt. Un travail sans débouché, ça tue la participation citoyenne. Et donc, il est nécessaire d'avoir un débouché, quel qu'il soit, et il faut organiser une session retour auprès des conventions, des conventionnels, parce que sinon, ils sont un peu perdus. Il y a une phase de, j'allais dire, de convention blues à la fin, parce qu'ils sont au Palais d'Iéna pendant 6 mois, et il y a une espèce de décrochage, et on redevient le citoyen qu'on est tous, et il faut vraiment accompagner parfois un certain nombre de citoyens. Organiser le portage du rapport final, et enfin maintenir le lien avec les pouvoirs publics de telle sorte qu'on débouche justement, après ce long processus délibératif, à un acte de droit positif, généralement une loi, enfin c'est ce qu'on espère. Alors, aujourd'hui, où en est-on ? La Convention citoyenne sur la fin de vie est terminée, depuis maintenant presque 6 mois. Le président de la République s'est engagé à prendre des dispositions législatives et donc à proposer un projet de loi. Le projet de loi est sur son bureau. Personne ne connaît le contenu, on a quelques bribes, mais enfin on ne sait pas quelles sont les dispositions générales. Et en tout état de cause, il devrait y avoir un vote à l'Assemblée fin décembre, début janvier, plus on tarde et moins on avance par nature, mais qui devrait aboutir malgré tout à un projet de loi qui ne sera pas, de ce que j'en connais en tout cas aujourd'hui, la totale reprise des recommandations des conventionnels. Néanmoins, il y a une dernière question qu'on peut poser, c'est sur ce processus délibératif, c'est quelle est la place de tout un chacun ? Parce qu'on a eu des débats assez forts avec les parlementaires autour de c'est nous le législateur, pourquoi les conventionnels feraient notre travail, etc. Et il y a ce principe de conflit de légitimité. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est que nous, on ne peut pas être, quand je dis nous, c'est le CESE, quand il reçoit une convention citoyenne, ne peuvent pas être l'Assemblée qui a le dernier mot. Ce n'est pas possible. C'est le principe de séparation des pouvoirs. Et donc, on est nécessairement au premier mot, ce qui est déjà pas mal. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette présentation. Le débat est ouvert. Ceux qui ont des questions à poser. Monsieur Benanza. Merci, Madame la Présidente. Pardon. Effectivement, la question que Monsieur je me pose... Valéry, pardon. Venez, il y a des questions à... La question que je me pose quand j'entends parler de participation citoyenne, évidemment, c'est est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on veut, que l'on peut ou que l'on doit mettre en place ici en Polynésie ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Alors, je suis désolé, je ne peux pas répondre pour la Polynésie, je le dis. Moi, je vous présente ce que le CESE et l'intérêt que ça peut avoir pour le CESE, qui n'est pas le seul d'ailleurs à faire de la participation citoyenne. Vous avez la Cour des comptes, le Conseil d'État qui mettent des dispositifs de participation citoyenne, les collectivités locales qui ont depuis longtemps fait par exemple des budgets à votation dans, je pense à la ville de Paris, mais pas que. Moi, je ne peux pas parler évidemment à votre place, c'est vous qui déciderez de l'intérêt ou pas, c'est le gouvernement de pays qui décidera des dispositifs législatifs ou réglementaires à mettre en place. Moi, ce que je peux dire de mon expérience au sein du CESE, c'est que c'est quand même très intéressant. Ça règle peut-être pas de problème sur la crise démocratique, ça ne règle aucune des difficultés des banlieues, ça ne fait pas en sorte qu'il n'y ait pas d'émeutes dans la région parisienne. Néanmoins, il faut, vu l'état du pays, qu'on puisse essayer de définir toutes les modalités qui permettront de faire en sorte de revivifier le débat démocratique, et ça en fait partie. Ça ne sera pas la solution, elle est globale, il faut qu'on réfléchisse aux moyens dont les parlementaires disposent, il faut qu'on réfléchisse à la situation des assemblées consultatives, il faut qu'on réfléchisse aux liens entre les élections, entre les citoyens et la décision politique, parce que le paradoxe, c'est que la décision politique continue.
Les gouvernements gouvernent, les parlementaires font des lois, d'ailleurs il n'y en a jamais eu autant. Le paradoxe, c'est de comment les citoyens sont associés entre deux élections. Est-ce qu'on peut considérer, moi je prends souvent cette illustration, alors je suis désolé, j'ai un défaut, j'aime bien la littérature, et je fais souvent cette citation de Jules Vallès. Quand Jules Vallès écrit Le Bachelier, en 1870, il y a 2000 bacheliers en France, 2000 bacheliers, sur une population de 40 millions d'habitants. Est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui? Bien sûr que non. On a des gens instruits, on a des citoyens qui sont formés, qui sont intelligents. Est-ce qu'on peut raisonner de la même manière qu'on raisonnait il y a 200 ans en se disant il y a d'un côté ceux qui décident et ceux qui reçoivent la décision? Pour ma part, je le dis à titre personnel, là pas en tant que représentant du CESE, je trouve que non. Et d'ailleurs, le terme qu'on utilise parfois, les administrés, signifie tout. Est-ce qu'on a encore face à nous des administrés ou des citoyens majeurs capables de réfléchir et capables de penser? J'ai tendance à penser que c'est la deuxième solution qui est la vraie. Merci. Excusez-moi, Madame la Présidente. Je voudrais donc reformuler ma question, parce que la réponse qui m'a été donnée, il n'y en a pas. Donc, quels sont les principaux avantages de l'introduction à la participation citoyenne au sein de l'institution consultative que vous représentez? Qu'est-ce que ça vous apporte, clairement? Ça apporte le fait que vous avez cette nouvelle modalité de participation de citoyens au sein d'une institution. Je pense que c'est un très bon point. 2, alors là je dirais d'un point de vue purement politique, je pense que le CESE et les membres du CESE ont gagné en notoriété, en puissance d'évocation après la Convention citoyenne sur le fin de vie, parce qu'on est rentré complètement dans un processus délibératif qui a été renouvelé. 3, il est quand même normal que les citoyens puissent s'emparer de questions de société comme celle qu'on a connue sur la Convention sur la fin de vie. Et 4, enfin, je pense que et les membres et les citoyens sortent mutuellement grandis d'une telle expérience. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une convention citoyenne toutes les 4 semaines, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais par contre, aujourd'hui, toutes les formations de travail, je regarde mes collègues membres, toutes les formations de travail font de la participation citoyenne, peu ou prou, avec les modalités différentes que j'ai évoquées. Donc tout le monde trouve un intérêt à ce qu'on associe des citoyens à la qualité du travail qui est rendu par le CESE actuellement. Alors je ne sais pas si je réponds correctement à votre réponse, mais je trouve qu'on n'a que des avantages et pas beaucoup d'inconvénients en réalité. Et donc pourquoi se priver d'une nouveauté quand cette nouveauté est intéressante, productive, et qu'elle n'est pas simplement un gadget démocratique ? Ça marche pas, voilà. Ma question était la suivante. En fait, je voulais avoir votre avis parce que vous l'avez dit vous-même, il y a 570 députés, c'est une machine à fabriquer du texte. On regarde ça avec de la distance, effectivement. Et en même temps, c'est très intéressant ce que vous nous proposez. Vous nous avez dit que vous nous donnerez les coûts, et ça m'intéresse de savoir quel coût ça peut avoir une convention citoyenne. Et est-ce que ça ne vient pas en opposition, pas en opposition, mais je vais essayer d'expliquer ma pensée. On a la possibilité de faire des référendums, ça n'est jamais utilisé par nos gouvernants. Alors qu'on sait que la population demande de la démocratie participative. Est-ce que ça ne va pas en opposition, justement, via la Convention citoyenne, qui est de dire, tiens, on vous donne la Convention citoyenne, vous réfléchissez, vous, la société civile, et puis ça nous évite de vous consulter par référendum. Parce qu'on entend parler de référendum depuis des années, et on n'en voit jamais la couleur sur n'importe quel sujet. Contrairement à certains pays européens qui utilisent le référendum, pas forcément sur des sujets aussi graves et importants que vous avez évoqués tout à l'heure, mais sur des sujets qui concernent la vie peut-être de tous les jours, des consultations de la population. Et on sait que les gens
ont besoin de pouvoir se dire je participe et je ne suis pas forcément administré par des politiques qui décident pour nous des fois sans qu'on ait le moindre accord. Voilà ma question. Elle est un peu compliquée, peut-être, je reconnais. Moi, je me positionne en tant que secrétaire général, donc je ne prendrai pas de position politique sur la nécessité, l'opportunité, évidemment, de faire des référendums ou pas. J'essaie de ne pas opposer, en fait, les différentes procédures de débat démocratique, c'est-à-dire que le référendum, certes, depuis 2005, il n'y en a pas eu en France, vous le savez, depuis le référendum sur la Constitution européenne. Et moi, je n'ai pas de jugement sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien en termes de procédés démocratiques. Je dis juste que plus on additionne de procédés démocratiques pour faire participer les citoyens, et moins on perd de chances de laisser sur la route, moins on a de chances de laisser sur la route, des populations qui ne participent plus au débat démocratique. Et donc, je ne veux pas opposer les procédés à d'autres procédés. Moi, je pense que tout ça doit être vivifié de telle sorte qu'on puisse s'emparer de toutes les procédures à notre disposition, et la participation citoyenne est une nouvelle procédure, et pourquoi pas le référendum, mais moi, dans ma position, je ne suis pas en mesure de vous répondre, vous le comprenez bien, étant donné que je ne suis ni député, ni sénateur, ni membre du CESE. Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre les différentes modalités d'exécution de la vie démocratique. Moi, ce que je remarque simplement, c'est qu'on ne peut pas rester, alors que depuis 40 ans, sur le territoire métropolitain, mais de ce que j'ai compris aussi sur un certain nombre de territoires outre-mer, on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot en pensant que regarder les chiffres d'abstention au fur et à mesure que les années s'écoulent sans réagir. Je le disais tout à l'heure avec les exemples métropolitains, mais de ce que j'ai pu voir sur des élections dans d'autres parties du territoire national, on est aussi dans cette situation. Et il faut quand même qu'on puisse proposer des choses qui permettent aux gens de se sentir concernés par ce qui va faire leur vie en réalité postérieurement à la décision politique. Merci, M. Moulet. Je donne la parole à M. Mancalio. Ensuite, ce sera Teiki. Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Yorana. Merci pour la présentation. Alors, je profite de l'occasion pour poser la question. Alors, je ne suis pas sur la citoyenneté, je suis sur le pouvoir d'achat, le coût de la vie. J'ai cru comprendre que vous avez fait une étude là-dessus, le CESE, et vous avez proposé 10 préconisations dont vous avez même défini la pauvreté sur chaque territoire et département. Et ma question est, comment vous avez pu définir la pauvreté sur chaque territoire? C'est ma première question. La deuxième, est-ce que après vous avez des préconisations qui est, j'ai dit, dans un ensemble ou alors qui est propre à chaque territoire? Voilà. Merci. Je suis désolé, je vais me répéter, mais moi je suis là en tant que secrétaire général, je ne peux pas rentrer dans les débats internes des membres. Il y a les membres ici qui peuvent répondre s'ils ont des réponses, mais moi je ne vais pas rentrer dans le débat de la thématisation sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas mon rôle en tant que secrétaire général. Donc je vous réponds un peu à côté, j'en suis navré, mais j'ai, comme vous le savez, un devoir de réserve sur ces sujets-là, et je ne peux pas parler à la place des membres, parler à la place des rapporteurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce rapport a été adopté en séance plénière au CESE sur les 10 recommandations des DOM il y a maintenant une quinzaine ou 3 semaines de mémoire. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans les choix statistiques ou sémantiques qui ont pu être pris. Ça, c'est de la responsabilité des rapporteurs et des membres du CESE. Je me concentre exclusivement sur la participation citoyenne pour éviter justement de répondre comme je le fais à l'instant à côté. Merci, M. Moulet. Je donne la parole à Teiki. Après tout. Bonjour. Attendez, il va parler, après ça sera vous. Ça va? Bonjour, je m'appelle Teiki Porli, je représente les parents d'élèves des enseignements privés sous contrat. Merci beaucoup pour la présentation. Pour ma part, ce que je retiens, c'est un article nouveau dans la loi organique qui finalement, par le Conseil d'État, explique que rien de nouveau, juste peut-être renommer et restimuler une des missions de l'institution. 2021, c'est cette
reconsidération des attendus de nos institutions républicaines. Et puis finalement, 2023, vous avez déjà 2 expériences abouties. Moi, je vous dirais, j'ai hâte de savoir quelle est la suite donnée par les 2 autres institutions au travail institutionnel du CESEC. Ça m'intéresse. Alors, j'espère que la Convention, et là je m'adresse vraiment à la présidente et à notre secrétaire général, je crois que les questions que je viens d'entendre, moi, on a déjà envie d'entendre la suite pour être sûr que le travail que l'institution représentative de la société civile organisée nationale a apporté sur la table institutionnelle républicaine sera suivi des faits par les 2 autres entités. Ça sera super de le savoir, si on peut avoir un suivi là-dessus. Moi, j'ai cette question-là, et ensuite, de me dire, mais vous avez accueilli donc des personnes à l'intérieur du palais républicain, mais j'imagine qu'ils vous ont invité chez eux et que peut-être les membres du CESEC ont eu l'opportunité d'aller aussi sur ces fameux territoires. Ou alors, est-ce que c'est un projet ou c'est déjà une action? Parce que finalement, concevoir la vie ensemble, c'est pas seulement inviter les autres chez soi, mais c'est aussi prendre le temps d'aller vers les autres chez les autres. Et voilà, et donc ça, c'est une question que je vous pose, c'est de savoir si... Alors, vous venez ici en Polynésie française, oui, bien sûr, mais vous êtes d'abord le CESE, et votre territoire est très grand, très varié, très diversifié, très complexe, et il devient alors, vous avez utilisé les mots de administré, aujourd'hui de citoyen. Moi, j'utilise le mot d'individualité, qui malheureusement est complètement apporté par le mode de société occidentale d'aujourd'hui et qui est un vrai sujet, me semble-t-il, pour l'organisation. Comment on organise des personnes qui ne veulent être que des individus à part entière? Alors, si vous le permettez, je ne répondrai pas à la question d'ordre philosophique que vous posez, puisque ce n'est pas le lieu, mais on pourra en discuter si vous le souhaitez pendant le repas. Je vais répondre simplement aux deux premières questions. 1, est-ce qu'il y a un effet aux conventions citoyennes? La réponse est clairement oui. Je l'ai dit tout à l'heure, convention sur le climat, plus de 50% des recommandations qui avaient été faites par les conventionnels ont été reprises dans diverses lois. On peut dire c'est pas assez, on peut dire c'est pas bien, mais enfin avant il y avait 0 quoi. Donc c'est toujours pareil. Il faut savoir d'où on part pour savoir où on veut aller. Ensuite le deuxième point sur la convention citoyenne sur le climat, sur la fin de vie, je veux dire que le projet de loi était sur le bureau du président de la République. Donc je ne sais pas ce qui sortira, mais en tout état de cause, il n'y avait pas de projet de loi, il y en a un. Donc il y a un aspect positif sur les partenariats avec les régions. Sachez que tous les membres, enfin une grande partie des membres du CESE ils sont déjà eux-mêmes, ils sont sur les territoires puisqu'ils peuvent appartenir au CESER. Je prends l'exemple de Madame Van den Broek ici présente. Elle est à la fois membre du CESE national et elle est membre du CESER de Provence-Côte d'Azur. Par ailleurs, les membres se déplacent. Je prends un autre exemple. On a en ce moment dans les tuyaux, si vous me permettez l'expression, un rapport sur réussite à l'école, puisque vous êtes parents d'élèves. Eh bien, il y a des déplacements prévus dans les établissements publics scolaires, sur place, en Normandie, à Marseille, dans la région parisienne, justement pour voir au plus près le vécu. Donc, n'imaginez pas qu'il y ait une espèce de sanctuarisation du palais de l'Iéna. C'est tout à fait l'inverse. Et d'ailleurs, c'est la volonté du président Baudet et plus modestement du secrétaire général que d'aller vers les territoires, les CESER, qui sont des sources d'information extrêmement puissantes. Je vous donne un dernier exemple, si je puis me permettre. On va sur les territoires et on s'aperçoit que tous les CESER, tous, sans exception, travaillent sur l'eau. Qualité de l'eau, distribution de l'eau, assainissement, etc. Eh bien, c'est intéressant de savoir quelle production les CESER font en fonction de la zone géographique où ils se situent, quelle production ils ont pour pouvoir se nourrir. Parce qu'il ne s'agit pas de dire le CESE, c'est papa qui vient voir les enfants. C'est exactement la théorie inverse qu'on va avoir, c'est qu'on est d'égal à égal, il n'y a pas de hiérarchisation entre les CESER et le CESE. Nous, on est là pour apprendre, on est là aussi pour donner quand on sait quelque chose, mais on n'est pas des donneurs de leçons qui iraient évangéliser les territoires, quels qu'ils soient. Merci beaucoup. Je donne la parole à... Présentez-vous, s'il vous plaît. Je ne connais pas vos noms. Merci, Madame la Présidente. Et bonjour à tous. Thierry Mosser, MEDEF.
Je voulais faire la réflexion du fait que là, on parle de la participation citoyenne, mais ici en Polynésie, déjà, même la consultation de la société civile n'est pas organisée. Donc on est déjà même à l'étape précédente, dans le sens où le CESEC, il me semble que c'est un petit peu différent du CESE métropolitain, dans le sens où quand on nous demande des avis, c'est des avis sur des projets de loi. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas de questions ouvertes posées au CESEC. Il peut y avoir des autosaisines, mais qui sont autosaisines du CESEC et qui n'engagent pas nécessairement les politiques, même pas sur la question. Donc déjà, ici, on a un problème d'étape préliminaire qui est que le CESEC soit consulté ou que d'autre manière, la société civile soit consultée sur des projets. Même pas sur des projets, sur des thématiques de manière un petit peu plus générale. On a eu par le passé effectivement des conventions qui étaient organisées ici avec de manière plus ou moins informelle par le gouvernement sur différents thèmes, pour lesquels je pense qu'on est tous été plus ou moins déçus souvent par les conclusions, par les suites que ce qu'il y a eu, puisque on ne parle même pas quelquefois de choses qui n'ont pas été suivies, on parle de choses comme on n'a rien du tout quelquefois, c'est-à-dire qu'on parle d'un thème et puis il ne se passe rien derrière. Donc c'est un vrai problème en Polynésie qui est d'organiser avant les citoyens déjà la consultation de la société civile. Et je pense que ce qui a été fait métropole, qui est de dire c'est la société civile qui elle-même organise les participations citoyennes, puisque c'est un peu comme ça que ça fonctionne, me paraît être la bonne méthode, mais ici on est déjà à l'étape précédente encore, qu'il faut qu'on franchisse. Voilà. Comme vous le comprenez, je ne commenterai pas évidemment la situation interne à la Polynésie française. Ce que je peux vous dire, c'est simplement, c'est vrai qu'on a des modalités d'exercice assez différentes, puisque toutes les lois de pays, enfin une grande partie des lois de pays passent ici pour un avis obligatoire. Nous, au CESE, on n'a que quelques lois qui doivent passer obligatoirement, ce sont les lois de programmation qui doivent passer obligatoirement au CESE. Par contre, on a des saisines gouvernementales et plus rarement des saisines d'origine parlementaire. Donc on a une liaison que renforce d'ailleurs la Convention citoyenne, puisque là, pour le coup, il y a une triangulation entre le pouvoir à Matignon, le pouvoir à l'Élysée, et puis le président et les membres du CESE. Et donc je pense que c'est une articulation qui est très différente, vous l'avez dit, de ce qui se passe ici. Et par ailleurs, nous, on a énormément d'autosaisines. Hein. La proportion, c'est 80% d'autosaisine, c'est-à-dire les membres se saisissent d'un sujet et le traitent comme ils l'entendent, et on a 20% environ de saisines d'origine externe, gouvernementale et parlementaire. Et je pense que vous êtes ici plutôt à front renversé, c'est-à-dire que vous êtes plutôt à 80-20, mais dans le sens inverse. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est évidemment sous votre contrôle, mais et donc voilà, on a des modalités, oui, effectivement, d'exercice de la réalité de la société civile organisée différentes. Merci beaucoup pour la réponse. Vous avez d'autres questions, chers membres? Monsieur Tou. Yorana, mes ex-patriotes. Je voudrais répondre à Macalio. La vie chère a été initiée par la délégation des Outre-mer. Hein, et les chiffres, on les a eus par l'INSEE et par l'APC. Normalement, on devait te contacter. Donc, moi, j'avais donné tes coordonnées. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce qu'ils t'ont reçu ou pas. Mais voilà les structures que la délégation a consultées pour avoir les chiffres. Maruru. Merci, Monsieur Touyan. D'autres questions, s'il vous plaît? Vous en avez? Sinon, moi, j'aurais une question à vous poser, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion de participation citoyenne et ce qu'elle recouvre? Donc, quelle différence faites-vous entre la notion de consultation publique et de participation citoyenne? Comme je l'évoquais, il y a dans la participation citoyenne, au sens non juridique du terme, des personnes qui ne sont pas citoyens et qui participent. Les mineurs, parfois les étrangers. Et donc, on est sur une notion, la participation du
public est une notion plus large que la participation citoyenne. Mais d'un point de vue strictement journalistique, c'est ce qui a été repris, même si ce n'est pas la notion juridique au sens propre du terme. Bon, moi je trouve que convention citoyenne, c'est pas mal, parce que convention du public, je ne vois pas très bien comment ça pourrait résonner dans la tête d'un journaliste. Et de ce point de vue-là, je voulais évoquer quand même un point qui me paraît essentiel, c'est que la convention citoyenne est bien sûr favorable à des modalités de démocratie un peu différentes, mais c'est favorable aussi aux membres du CESE eux-mêmes, notamment en termes de valorisation du travail qu'ils font. Je prends un exemple tout bête. La Convention citoyenne le CESE a été cité dans la presse, dans la télévision, à l'étranger, etc., plus de 12 000 fois, ce qui est considérable. Les 30 avis et rapports que nous commettons ensemble, c'est entre 7 et 9 000, en fonction des années, 7 et 9 000 points presse, télévision, etc. Donc on voit bien l'apport, même en termes médiatiques, et de résonance politico-médiatique que ça peut avoir, et c'est aussi sous cet angle-là qu'on peut appréhender la participation citoyenne. Merci beaucoup de votre réponse. Jean-François, je te donne la parole. Merci Madame la Présidente. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Jean-François Benamza, je représente le syndicat des industriels de Polynésie française. Vous parliez tout à l'heure, en fait, du fait que vous vous adressiez à la puissance journalistique. C'est-à-dire qu'en fait, les membres peuvent parler de ce qu'ils ont fait vis-à-vis de la presse. C'est un point intéressant. Le deuxième point qui m'intéresse, mais sur lequel j'aurais souhaité avoir des précisions, ce sont les fact-checkers. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc ça arrive maintenant, on a des contrôleurs de faits. Mais comment s'assurer que ces contrôleurs de faits ne sont pas une censure organisée, en fait? Vous faites comment? Alors, moi, le principe, c'est que je fais confiance, d'abord. Donc, la plupart du temps, pour vous dire, mais c'est pas suffisant, mais vous le comprenez bien, mais simplement, les vérificateurs de faits sont des agents publics. Ce pas des prestataires extérieurs qui sont tous de haut niveau. Ils peuvent se tromper comme tout le monde. Il n'y a pas de gens qui soient capables de jamais se tromper. C'est fort heureux pour l'intérêt de la vie et de sa dynamique. Mais en tout état de cause, on essaye de faire des vérifications de premier degré. Quand vous avez un conventionnel qui vient vous voir en disant je ne sais pas, est-ce que la loi machin c'est bien 2013 ou 2012, la vérification est relativement simple à faire. Quand on a des questions sur les dispositions, par exemple de la loi Claes-Leonetti sur les soins palliatifs, c'est aussi facile à appréhender. Après, il y a des questions qui peuvent être plus ardues, donc il n'y a pas de réponse immédiate. Donc dans la vérification de fait, ce qui compte, c'est la temporalité de la réponse. On peut faire des réponses immédiates et on peut faire des réponses différées. Et pour que nous-mêmes nous contrôlions l'intérêt et la nature de la réponse qu'on va faire pour essayer de ne pas induire en erreur les citoyens. Voilà le type, mais ce n'est pas assuré à 100%, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que s'il n'y a plus d'intervention, nous pouvons remercier M. Valéry Mollet et nous... Merci beaucoup. Et nous allons donc passer sans tarder à notre second point inscrit à l'ordre du jour, qui est la présentation, vous pouvez venir, Madame Inès, par la présidente du groupe Outre-mer des échanges CESE-Césaire. Donc c'est, voilà, Madame Inès qui nous présentera. Inès Bouchot-Choisy, présidente du groupe Outre-mer, et elle est membre du CESE national. Yorana, donc Madame la Présidente, chère Voltina, Madame la Vice-présidente du CESE de Nouvelle-Calédonie, chère Rosanna, Madame la Présidente du Comité consultatif économique, social et environnemental des îles de Wallis, chère Mathilde, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues, Monsieur le secrétaire général, chers amis,
Permettez-moi de commencer mon intervention en adressant au nom du groupe des Outre-mer du CESE nos sincères et vives félicitations à la présidente Voltina Dauphin pour son élection à la tête de cette belle institution. Quel honneur d'être ici et de m'exprimer devant vous. À travers cet exercice, nous essayons de traduire en actes les missions et les objectifs qui nous sont confiés. Cela fera bientôt 2 ans et demi que nous avons été désignés pour siéger au Conseil économique, social et environnemental, le CESE national. Lorsque j'utilise la première personne du pluriel, je fais référence aux 8 conseillers du groupe des Outre-mer, 8 représentants des organisations exerçant leur activité dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et désignés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et ainsi répartis. Nous avons donc 4 représentants de la zone de l'océan Atlantique, 2 représentants de la zone de l'océan Indien et 2 représentants de la zone de l'océan Pacifique qui sont présents. Touyan, qu'on ne présente pas ici, puisque vous le connaissez certainement bien mieux que moi, et Ghislaine Arly. Je tiens à les remercier et à saluer le travail qu'ils font à la fois au sein du groupe, à la délégation, mais également dans leur formation de travail. Nous avons pour fonction de porter au sein de cette institution, mais au-delà, auprès de l'ensemble des institutions, la voix de la société civile, ou devrais-je dire des sociétés civiles ultramarines. Comme vous le savez, en juillet 2020, le gouvernement a décidé de réformer le CESE national pour faire notamment de cette assemblée le carrefour des consultations publiques. Désormais, nous représentons un lien important entre les représentants sociaux, entreprises, syndicats, associations, mais plus largement entre les citoyens des 11 territoires des Outre-mer et des pouvoirs publics. Cette recomposition du CESE a également modifié nos missions de conseillers ultramarins. Les dispositions réglementaires nous confient la responsabilité de représenter non plus un territoire, mais des organisations exerçant leur activité dans les collectivités d'outre-mer selon nos bassins de vie. Dès lors, chacun sont des porte-paroles des organisations syndicales, patronales, associatives, de leur territoire et ou de leur zone géographique, mais nous essayons surtout de porter modestement les aspirations des citoyens. Pour être plus précise, nous essayons surtout de dire à l'intérieur du CESE, dans nos commissions et délégations et aussi à la gouvernance du CESE, que les Outre-mer ont toujours démontré leur formidable capacité de résilience après chaque crise qu'ils ont affrontée. Oui, nous avons connu et connaissons des difficultés, mais nos populations sont combatives. En effet, depuis 2009, 40 événements climatiques majeurs ont été comptabilisés, sans compter les conséquences sanitaires des pollutions dues aux algues sargasses, aux conséquences du chlordécone et des essais nucléaires. À ces vulnérabilités s'ajoute l'accumulation des retards de développement, la persistance insupportable du chômage de masse et à l'évolution démographique variable. Mais parallèlement à cette réalité, nos territoires sont surtout riches des 80% de la biodiversité française qu'ils abritent. Nous avons visité hier la magnifique vallée de Papineau et nos territoires sont également riches des 11 millions de kilomètres de surface maritime dont une grande partie se trouve ici en Polynésie et disposant également de la plus grande frontière terrestre entre la Guyane et le Brésil. Ces atouts offrent à notre pays une position géostratégique et des ressources naturelles encore non connues et inexploitées. C'est pourquoi nous avons collectivement la responsabilité de faire de ces atouts à haute valeur ajoutée des laboratoires d'innovation, d'expérimentation et de transition écologique, numérique et sociale. Nous devons aussi dire que nos Outre-mer sont des terres d'innovation, de création et de dynamisme. Nous avons la conviction, au groupe des Outre-mer,
Et c'est d'ailleurs notre ADN que nous devons partir de nos territoires, nous nourrir des expériences des organisations, des Césaires, CESC, CESEC, et de nos rencontres avec les citoyens pour faire émerger nos problématiques au niveau national. Il y a une singulière tradition de collaboration entre le groupe des Outre-mer, la délégation aux Outre-mer du CESE et l'ensemble des Césaires ultramarins. Je sais que nous devons encore la faire évoluer. Dans un contexte où nos sociétés ont déjà traversé par la défiance à l'égard des institutions, où les citoyens ont le sentiment de ne plus être entendus, alors même qu'ils doivent affronter les conséquences économiques, sociales et environnementales des crises internationales et sanitaires, la société civile organisée régionale et nationale a plus que jamais une place prépondérante à faire valoir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation, Inès. Je laisse le débat est ouvert. Je vous laisse la parole, chers membres. Macalio. Ce serait bien que les collègues... Merci, Madame la Présidente. Je crois que tantôt, je me suis trompé de... Un moment, s'il te plaît. Elle propose à ce que ses collègues viennent également devant. Peut-être que Yann et Ghislaine. C'est bien que vous soyez là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Monsieur Macalio, merci. Merci, Madame la Présidente. Et je vous prie de m'excuser, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Et je m'excuse ici auprès du monsieur qui a fait la présentation, parce que je me suis adressé pas à la bonne personne. Voilà, je m'appelle Macalio Folitou, je suis le président de l'association des consommateurs polynésiens, Tetiara. Voilà, ma question, parce que j'ai vu que vous avez fait comme l'Assemblée nationale, comme partout ailleurs, tout le monde a mené une enquête sur le coût de la vie. Et plus particulièrement, les Outre-mer, ce sont les plus touchés. Là, vous avez réussi à définir des pistes très intéressantes par rapport à la pauvreté, parce que nous, on n'a jamais pu définir. Ici, chacun a son conscient, chaque service a son conscient de pauvreté et tout. Alors, ma question à moi, est-ce que vous avez, comme je disais tantôt, est-ce que vous avez des idées pour pouvoir communiquer, ici par exemple, comme en Nouvelle-Calédonie, comme à Wallis-et-Futuna, pour rendre la vie moins chère? Parce que ce n'est pas aussi simple, car on n'a pas la même situation politique, statutairement parlant, parce que souvent, nous sommes victimes, parce que certains textes qui sont appliqués en métropole, qui sont, disons, favorables aux consommateurs, ne le sont pas étendus sur nos territoires, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, en Polynésie, ce n'est pas le cas. Tout ce qui est étendu, c'est favorable à certaines personnes, mais pas favorable aux consommateurs. Et là, on a beau parler, mais on prêche dans le désert. Mais peut-être qu'avec vous, ça va peut-être faire bouger les lignes. Voilà, ma question, est-ce que vous avez des idées pour que tout là, que ce qui est appliqué sur le territoire national, je dis bien, qui sont favorables aux consommateurs, le soit aussi chez nous, que ce soit en Guyane, en Martinique, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna. Voilà ma première question. Merci, Monsieur Macalio. Je vous donne la parole. Très bien, je vous remercie pour votre question. Alors, juste avant de répondre à la question, pour que les choses soient claires, si vous voulez, donc, au sein du Conseil économique, nous avons donc le groupe de l'Outre-mer, qui est donc composé de 8 représentants, et nous avons une délégation aux Outre-mer, qui est en fait une formation de travail et qui étudie en fait les sujets spécifiques aux Outre-mer. Cette délégation est composée d'ultramarins et de non-ultramarins également. Et c'est dans ce cadre-là que la délégation s'est saisie du sujet du pouvoir d'achat et donc a nommé 2 rapporteurs, en l'occurrence Ghislaine Harly qui est ici présente et qui pourra effectivement répondre à votre question. Oui, monsieur, donc vous tombez sur la bonne personne. Je vais pas me planquer.
Voilà, donc oui, nous avons été... Alors cet avis vient de la suite en fait d'un avis qui avait déjà été donné en 2020 sur le coût de la vie. C'était pas tout à fait. Il y avait 72 réflexions qui avaient été émises. Et justement pour secouer le cocotier, comme on dit chez nous, on avait remis le couvert avec cette saisine sur 10 préconisations. Alors, il faut bien qu'on soit bien d'accord. Nous faisons des préconisations au gouvernement et nous avons essayé de sortir justement seulement 10 préconisations parce que on voulait avoir seulement des précos qui soient exécutables sans passer par des projets de loi. Parce qu'un projet de loi, c'est très lent à mettre en place. Donc, on se disait, il faut à tout prix qu'on tape sur la table parce que l'inflation n'est pas seulement pour l'outre-mer. L'inflation est partout dans le monde. C'est mondial et c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution miracle. On n'a pas la solution miracle. On n'a pas fait des miracles. On ne peut pas trouver la solution qui va faire augmenter le pouvoir d'achat déjà et puis réduire l'inflation. Donc, on a réussi à trouver avec... voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'outre-mer, c'est vaste. C'est très difficile parce que chaque outre-mer a ses spécificités et justement, il fallait tenir compte de ces spécificités. Mais on nous avait demandé un avis, une saisine courte. Donc, on ne pouvait pas non plus, c'est trop vaste, on ne pouvait pas faire, comme vous avez dit tout à l'heure, pour chaque territoire, dire qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque territoire. Ce n'est pas possible. Nous, on travaille, on est le groupe Outre-mer. Même si je suis représentante de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, et mon collègue, il est représentant de la Polynésie française, on ne parle pas pour Wallis-et-Futuna, pour la Nouvelle-Calédonie. On fait souvent des références parce que nous y sommes, nous connaissons bien nos territoires, mais quand on travaille là-bas, on est pour le groupe Outre-mer. Donc on doit autant parler pour les Antillais, autant pour la Réunion, Mayotte. Vous vous rendez compte, Mayotte, la différence avec Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française avec Mayotte. Donc c'est énorme. Et même avec la Guyane, c'est énorme. Alors, ça fait qu'on ne peut pas parler de chaque territoire. Donc, on a essayé de faire 10 préconisations où chacun peut y trouver, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on puisse se retrouver autour d'états généraux, et puis que chacun puisse puiser, prendre un peu, c'est ce qu'on a préconisé dans une des préconisations, mettre en place des états généraux, que chacun puisse prendre un peu pour ce qui lui appartient, ses spécificités, et puis pouvoir avancer avec ses spécificités. Donc là, c'est une des préconisations. Mais après, voilà, on n'a pas fait de miracle, mais on a essayé de faire avancer, de demander au gouvernement de prendre des mesures rapidement qui puissent aider nos territoires. Parce que donc le pouvoir d'achat était trop faible. Il ne faut pas oublier que nous, notre SMIC à tous, que ce soit en Polynésie, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, n'en parlons pas, est bien en deçà de celui de la métropole. Les niveaux de vie sont bien en deçà. Voilà, on ne veut pas passer pour des parents pauvres parce qu'on essaie de pas trop se plaindre. Mais c'est vrai qu'on a quand même des populations qui sont quand même dans la pauvreté et qui ont besoin de manger tous les jours. Mais bon, dans l'Hexagone, il faut dire qu'on a aussi des gens qui sont sous le seuil de pauvreté et bien pire que nous, parce que moi je dis toujours, on a la chance de pouvoir planter chez nous et on a le poisson, on a souvent la viande, mais eux ils n'ont pas ça la plupart du temps quand on vit dans des HLM, dans des villes. Moi, je me dis toujours, nous, merci Seigneur, on peut planter des tarots, on peut planter des bananiers. Donc, on se plaint, c'est vrai, la vie est chère, mais il faut aussi relativiser. Toujours est-il, c'est que ce dit préconisation, monsieur, si vous voulez tout à l'heure, si on a un moment ensemble, on pourra en discuter ensemble parce que c'est vaste aussi. Voilà, je vous remercie. Je profite de l'occasion qui m'est offerte parce que vous êtes nos représentants des Outre-mer, proches du pouvoir. Et là, je reviens à ma question de tantôt. Pourquoi les lois qui sont favorables aux consommateurs ne sont pas étendues? Vous avez ce pouvoir, vous êtes proche du pouvoir. Vous pouvez peut-être faire une préconisation là-dessus, mesdames et messieurs. Je vous remercie, madame la présidente. Je donne la parole à M. Touyan. C'est bon? Allez, Makalio. Maruru. C'est justement notre présence ici, suite aux rencontres qu'on a eues avec Alexa et l'ancien président à Paris, ça fait 2 ans et demi. Et ils en ont discuté avec le CESE
et avec nos représentants d'outre-mer pour justement, parce que c'est très compliqué de vous contacter, parce que là, il est 11 heures ici en Polynésie, il est 23 heures à Paris. Et pour contacter les gens, c'est compliqué. Et à Paris, les réunions se passent de 9h jusqu'à 18h. 9h, c'est 21h ici. Ben oui, à Dubaï. Bon, c'est pour ça qu'on est là. C'est justement pour qu'on puisse se rapprocher et pour qu'on puisse vous contacter. La société civile, elle est là. Et contacter un par un, mais franchement, déjà pour moi, pour avoir vos coordonnées, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Et avec ce rapprochement, je pense que, pas seulement pour nous, la Polynésie, demain, ça va être la Calédonie, les autres, et Guyane, mais la première, c'est nous, c'est la Polynésie. Et il faut qu'on travaille ensemble. Parce que moi, franchement, au niveau de la Polynésie, je ne peux pas aller là-bas raconter n'importe quoi. Il faut consulter tout le monde. Et comme je disais, pour vous contacter, enfin pour nous contacter, c'est un peu compliqué. Moi, je reste ici 10 jours et je repars sur la métropole, pratique. Mais avec nos relations futures, comme ça, on va contacter le CESEC en Polynésie qui va vous contacter et on pourra travailler ensemble. Tu vois? Moi, je peux répondre comme ça. La preuve, il n'y a pas que cet avis qu'on a vu, on a aussi discuté sur les assainissements dans les communes, tu vois, et c'est très compliqué. De Paris, de Paris, même d'ici aussi, et même dans les autres territoires aussi, les horaires. Alors, on essaie de faire en sorte de travailler avec le CESEC, et vous êtes tous là, et comme ça, on se contacte. Et la vie chère, comme je te dis, on a contacté l'INSEE, et l'APC, j'avais donné aussi, moi j'avais été coordonné, mais bon, tu n'as pas été contacté, je vais te désolé. Merci, monsieur. Je donne la parole, sinon à madame Roxana Roy. Ça marche? Le bouton rouge. C'est bon. Oui. Donc en fait, je rejoins un peu les propos qu'on a eus là avec ma collègue de Wallis et Futuna concernant les recommandations qui ont été faites sur la vie chère. Est-ce qu'il serait possible à l'avenir, ou même s'il y a une continuité, que le CESE de Calédonie soit informé? Parce qu'on ne pourra pas, bien sûr, travailler sur des saisines parce que vous êtes aussi pris par le temps, mais être au moins informé, parce que je ne vous cache pas que en Calédonie, quand on l'a découvert dans la presse, eh ben, on a été un peu déçus. On aurait aimé aussi apporter des avis où on aurait pu mettre en place avec le bureau quelques recommandations, même si je sais que ce n'est pas facile pour vous, parce qu'il n'y a pas que la Calédonie et la Polynésie, bien qu'on a quand même été cités sur les médias. Oui, donc Rosanna, en fait, ce sont des choix d'audition. On est une délégation entière, on est 35 membres, et on a des choix d'audition. Donc voilà, on fait des choix et tous les membres décident de ces choix. C'est énorme, et en plus on est généralement restreint par un temps. Et là, ce qui s'est passé avec cet avis, c'est qu'il y a eu les vacances. Il y avait eu les vacances à l'intérieur de cet avis. Donc on a commencé en juin et il fallait rendre l'avis en septembre. Et à l'intérieur, il y avait 2 mois de vacances. Donc ça a été très court. Et donc ça a été, on a eu des auditions, ça s'est passé tout le mois de juin. Ça a été impressionnant de faire une centaine d'auditions sur un mois. D'autant plus que nous, si moi je suis en Nouvelle-Calédonie, je travaille la nuit. Je travaille toutes les nuits. Donc je fais les auditions toutes les nuits avec la délégation, bien sûr. Même si je suis rapporteur, je ne suis pas toute seule. On n'est pas que 2 rapporteurs à travailler. On a toute une commission de 35 personnes à travailler avec les questions qui sont posées. Et tout ça, c'est des travails quand même très, très intenses. Donc on ne peut absolument pas auditionner tout le monde. C'est vrai que si je prenais le Césaire de Nouvelle-Calédonie, comme je viens de dire, ce n'est pas que pour la Nouvelle-Calédonie, comme tu viens de le dire, je suis un peu obligée de prendre aussi tous les autres. Si je ne prends pas celui de Martinique, si je ne prends pas celui des autres Césaires, il va dire pourquoi vous avez auditionné le Césaire de Nouvelle-Calédonie et pas nous. Donc on se retrouve avec 8, 12, parce que nous sommes 12, 11 dans l'outre-mer. Donc les 11 Césaires peuvent dire pourquoi vous ne nous avez pas auditionné nous aussi. Donc on est obligé de faire des choix. Et puis, donc, en Nouvelle-Calédonie, on a auditionné l'autorité de la concurrence et je crois la DAE, la Direction des Affaires économiques.
Voilà, parce que c'est ceux qui pouvaient nous apporter directement, ce sont des experts, on va dire. Ce sont des experts où nous avons les adresses des experts. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, il faut savoir que c'est un travail intense et que c'est la délégation qui travaille. Alors, que vous sachiez sur la délégation d'outre-mer au CESE, c'est comme la délégation des droits aux femmes. C'est-à-dire que dans tous les autres textes qui n'ont plus ou moins rien à voir avec les pays d'outre-mer directement, on est une mission de veille. Une mission de veille, de toujours s'assurer que dans nos travaux, l'outre-mer est pris en considération. Par exemple, moi, je suis dans la commission d'environnement, et bien, au fur et à mesure du travail, on dit, l'outre-mer, c'est ça, l'outre-mer, on est là en mission de veille, et on dit toujours, est-ce que l'outre-mer est vraiment, c'est ça notre rôle, est-ce que l'outre-mer est vraiment pris en considération? La femme, la délégation des droits des femmes, est-ce que les femmes des outre-mer sont prises en considération dans vos textes, dans vos travaux? C'est ça, c'est pour ça qu'il y a deux délégations, une délégation d'outre-mer et une délégation des droits des femmes. C'est s'assurer que l'outre-mer est bien pris en compte. Et n'oubliez pas que l'outre-mer, c'est 11 territoires, que ce n'est pas seulement vos territoires, donc vos territoires sont noyés dans dans des articles ou des paragraphes qui doivent contenir, vous avez un paragraphe de 5 lignes qui doit contenir tout l'outre-mer. Et nous, on sait que l'outre-mer est très diversifié et c'est énorme. Et c'est très différent vu qu'on a des DROM, des COM, des collectivités sui generis. Vous savez, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas pareil que Saint-Barth, ni pareil que la Nouvelle-Calédonie, ni pareil que Wallis-et-Futuna. Et pourtant, ce sont des territoires d'outre-mer. Et Mayotte, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est très vaste. Donc on doit, dans ce peu de lignes, contenir tous les outre-mer. Mais c'est énorme. Alors trouvez la phrase juste pour faire plaisir, pas faire plaisir parce que ce sont des travaux, mais pour que cette phrase, elle marche pour tous les outre-mer. C'est énorme. Et nous, on le comprend parce que nous sommes des ultramarins. Mais souvent, ceux qui sont en face, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que les outre-mer puissent être si différents. Et souvent, on nous met tous dans le même sac. Donc, notre travail, c'est justement de ne pas mettre tout l'outre-mer dans le même sac. Et c'est pas toujours évident. Voilà, je vous remercie. Mais j'entends bien le message. Et je dis que là-dessus, nous pouvons justement améliorer les choses. Et nous sommes ici, en tout cas présents, pour faire en sorte que nous puissions renforcer nos liens avec les Césaires pour être au plus près des territoires. Et c'est l'objectif, en fait, premier de ce déplacement aussi ici avec les collègues du CESE. Merci. Merci beaucoup, Madame Inès. Il y a d'autres questions? Oui, Madame Mathilde Tali. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais quand même rappeler la situation de Wallis-et-Futuna, qui depuis 2021 n'a plus de représentation directe. Donc c'est un réel plaisir d'être représenté par nos deux conseillers qui sont ici présents. Nous vous accompagnons dans votre travail et on comprend tout à fait la difficulté. Je parle de la vie chère qui sera un combat sans fin. Et on formule des vœux. Donc aujourd'hui, je parle pour formuler un vœu. Wallis-et-Futuna, c'est la dernière île la plus éloignée. Alors, quand les commerçants se plaignent du fret, la réalité locale, nous avons 70% de la population qui ne travaille pas. L'indexation qui a été mise en place crée un fossé considérable entre les tranches de la population. Donc vous comprenez que je suis justement de l'autre côté avec les 70%. Et pour contourner la vie chère, on valorise l'autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire. Ça, ce n'est pas un mystère. C'est un sujet plus que jamais d'actualité. C'est avoir recours à nos ressources naturelles en attendant qu'il y ait des changements. Donc, je rêve que Wallis-et-Futuna, comme d'autres territoires, Mayotte par exemple ou autres, soit traité sur mesure, suivant l'éloignement, suivant le coût de la vie, mais nous comprenons parfaitement. Donc je pense que aujourd'hui, nous sommes dans notre espace d'expression. On n'a pas, il n'y a pas d'affront, mais il faut qu'on sorte de ces premières rencontres avec des solutions pour demain. Merci. Merci. Monsieur Tou. Temoro. On a eu des représentants au CESE. Je ne suis pas le premier.
mais c'est la première fois là, que vous voyez nos responsables du CESE ici. Et c'est justement pour qu'on puisse travailler ensemble. Hein, parce qu'on a remarqué, dans nous, groupe Outre-mer, on est là-bas, mais quand on dit groupe Outre-mer, ce n'est pas représenter, moi, la Polynésie et chacun et chacune son territoire. C'est de représenter tout l'Outre-mer. Après, à chacun, à travailler avec son Césaire, son Césec ou son CESE. Hein? Et moi, je suis content. Je suis content. Aujourd'hui, on a mis quelque chose en place. On va aller de l'avant. On ne va pas regarder derrière, si de temps en temps, rétro, obligé, ou ailleurs. Mais hein, il faut aller de l'avant. Parce que nous, là-bas, en métropole, moi, je n'ai pas la légitimité de parler des propositions d'ici, hein, des avis d'ici. Hein, moi, j'ai besoin de vous. Alors, chacun, dans son territoire, a besoin de son Césaire, de son Césec. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je veux travailler avec vous. Maruru Mede. Merci bien, Monsieur Karl. Bonjour à tous, Karl Tefatov, je représente l'Académie de sécurité économique. Je vais rejoindre un petit peu les propos de notre camarade Pico, enfin Yantou. Je crois que on a effectivement besoin de travailler ensemble. Je remercie cette première visite du CESE ici en Polynésie française, mais je crois qu'il ne faut pas tout attendre. Ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, c'est à nous saisir des priorités. C'est à nous saisir des sujets. C'est à nous à remonter l'information vers les rapporteurs. C'est pas quelque chose qui marche dans un seul sens. Effectivement, peut-être qu'il y a des difficultés pour travailler en raison des décalages, etc., difficultés de contact. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça. Aujourd'hui, nous avons, et nous sommes ici pour ça, nous avons un certain nombre de propositions que nous devons faire remonter bien évidemment auprès de l'exécutif local, parce que nous avons des spécificités législatives qui font que, de toute façon, ça ne concernera pas le CESE. Et puis, il y a celles sur lesquelles on peut s'appuyer ou en tout cas, où on doit intervenir. Donc voilà, mon propos, c'est surtout de dire, c'est à nous à faire le premier pas, c'est à nous à identifier les sujets. L'économie en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou ailleurs, eh bien, elle n'est pas du tout la même qu'en Polynésie. Les ressources ne sont pas les mêmes. Donc, c'est à nous à trouver les solutions pour lutter contre la vie chère, par exemple. C'est nous qui devons être le premier maillon des propositions. Et ensuite, nous compterons sur votre travail, en tout cas, pour être les meilleurs relais de nos propositions, tout en tenant compte de nos spécificités. Merci. Merci bien, Monsieur Karl. Il y a d'autres interventions? Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire ce monsieur, qui a tout à fait raison. Je disais un peu tout à l'heure qu'il faut aussi se responsabiliser un peu, en sachant que, justement, nous sommes des collectivités sui generis, et ces collectivités, elles ont des compétences à part entière. Et c'est très difficile, de l'Hexagone, de comprendre à chaque fois que nos territoires, parce que moi, je parle justement pour trois collectivités qui ont des compétences, qui ont pris des compétences, qui ont un gouvernement local. Donc, en sachant que le problème de la vie chère, c'est un problème de compétences locales. Voilà, nous, ce qu'on va sortir comme 10 préconisations là-bas, quand je dis, par exemple, je vous donne un exemple, une préconisation qui dit qu'il faut assouplir les normes européennes, les normes qui permettent d'acheter des matériaux de construction, par exemple. Donc ces normes, c'est vrai qu'aux Antilles, partout, ils sont obligés de commander les matériaux de construction en hexagone pour pouvoir, parce qu'il faut répondre à des normes européennes. Par exemple, en Guyane, ils ne peuvent pas commander au Brésil à côté, alors que le Brésil, c'est un pays de bois. Ils ne peuvent pas commander le bois, parce que le bois au Brésil, on ne sait pas comment il est traité, etc., même ne serait-ce que par rapport à la pollution. La Réunion ne peut pas prendre ses produits en Afrique du Sud, parce qu'on dépend de normes européennes. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que si on pouvait commander dans nos régions les plus proches, nos pays les plus proches, les produits seraient moins chers.
Alors, je parle pour la Nouvelle-Calédonie que je connais. Ça fait des années, nous, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on travaille avec, on a des accords commerciaux avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Nous, on commande énormément de choses en Nouvelle-Zélande, en Australie. On a quand même des choses qui viennent de l'Hexagone, c'est sûr, mais notamment des matériaux de construction, comme le bois en Nouvelle-Zélande. Et ben, c'est grâce à ça qu'on a quand même des prix moins chers, même si on trouve encore que c'est trop cher, mais c'est moins cher parce qu'il y a moins de fret. Donc, on travaille avec la... Parce que, pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement local qui le permet, on a une loi qui permet ça, on a des accords commerciaux. Mais aux Antilles, eux, ce sont des DROM, ils dépendent directement de l'Hexagone, et ils n'ont pas d'accord avec les autres pays. C'est ce qu'on a demandé dans une des préconisations. Donc là, ce sont des exemples qui sont très pratiques, quoi. Voilà comment ça se passe. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons voulu des compétences, et maintenant, nous devons aussi les assumer, quoi, parce que maintenant, c'est notre compétence là, de faire baisser l'inflation dans notre pays aussi. Donc il faut travailler sur les produits qui arrivent, le fret, jusqu'aux industriels, mais de notre compétence. C'est nous qui devons travailler aussi pour faire baisser les produits. Et c'est surtout, donc, dans des préconisations aussi, la production locale. Plus vous allez augmenter la production locale, plus on aura une autonomie alimentaire, plus on devrait avoir, normalement, je dis bien, parce que souvent les produits, malheureusement, locaux sont plus chers que les produits importés. Alors on se demande des fois pourquoi. En tout cas, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie. On se demande pourquoi. Donc des fois, on dit des choses, mais c'est pas toujours vrai. Mais voilà, donc ce sont des exemples très, très proches et puis qui veulent dire que, bon, on a des compétences locales et c'est très difficile de faire la part de toutes ces choses, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière intervention? Merci. Teki. Pour remercier notre présidente du groupe Outre-mer, le chiffre, c'était 80% d'autosaisine et 20% de saisine. Madame la présidente, chez nous, c'est combien le ratio? C'est ça, c'est 80% oui. d'autosaisine et 20% de saisine. Oui, c'est à peu près la même chose pour le groupe de l'Outre-mer, pour la délégation. C'est à peu près le même ratio. Et Tatawa Numira, Tataramai. C'est à peu près pareil pour nous. C'est la même? C'est la même. Je crois que c'est 95% de saisine et peut-être 5% d'autosaisine. Alors? Très bien. Si vous êtes sensibilisé à ça, c'est très bien. Merci donc. Nous allons clôturer. Je remercie Madame Inès Bouchot-Choisy et Yann, Ghislaine pour votre intervention. Merci beaucoup. Voilà, nous allons terminer pour ce matin. Et puisque nous avons des invités, à moins que notre invité veuille rester avec nous, bon, nous allons clôturer, ils ont des obligations, et puis nous allons sans tarder nous retrouver dehors, nous avons un repas. Si vous voulez rester avec nous, n'oubliez pas, par contre, n'oubliez pas...